De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission en partenariat avec l'Anime. Aujourd'hui, un sujet d'importance dont on parle, c'est de l'entrepreneuriat dans l'industrie de la musique et de tout ce que ça englobe, mais spécifiquement dans les régions francophones minoritaires à l'extérieur du Québec. On a un docteur qui a écrit un rapport, est allé à la rencontre de plein de gens dans l'industrie. Joëlle Bissonnette, professeur en entrepreneuriat à l'UQAM. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Alors, vraiment bien. Très content de pouvoir te parler de tout ça, bien évidemment, aussi de la réalité de la francophonie canadienne à travers, justement, notre beau milieu musical. Je pense que Nick, tu avais une super question pour Je voulais commencer avec une question. Je veux que tu me donnes sur une échelle de 1 à 10, selon tes rencontres que tu as faites, comment va l'industrie de la musique de façon entrepreneuriale? 1, c'est terrible. 10, c'est magnifique. C'est la plus belle chose à la Terre. Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Je commence comme ça. J'ai beaucoup de difficultés avec les réponses chiffrées. C'est pour ça que j'ai écrit ce rapport-là qui est très détaillé, qui donne plein d'informations qualitatives approfondies. Puis encore là, j'arriverai pas à donner un chiffre seulement, mais je te dirais que sur le plan du dynamisme, de l'innovation, de l'expérimentation, de nouvelles façons de faire, moi je dirais 10. C'est une industrie qui est magnifique à voir aller, à voir se développer avec des moyens limités parfois sur le plan financier, mais de voir ce que les entrepreneurs arrivent à faire avec ça, c'est vraiment magnifique, étonnant. Puis après, bien, sur le plan des ressources qui sont accessibles pour réaliser les projets, pour réaliser les ambitions, les objectifs, ben là, le chiffre serait évidemment moins élevé parce qu'il y a beaucoup de difficultés d'abord à ce niveau-là. Mais on pourra approfondir sur les difficultés, évidemment, mais j'aime bien commencer avec ce chiffre plus élevé sur le plan de ce qui est observable là, dans les pratiques des entrepreneurs. C'est vraiment beau de t'entendre dire ça. Fait que, est-ce que le côté, justement, le fait que les gens sont motivés, ils veulent changer les choses, ils veulent évidemment créer, mais aussi pas non seulement artistiquement, mais aussi en œuvrant avec leur entreprise, d'avoir vu ça, toi, ça t'a... Évidemment, est-ce que ça t'a ébranlé un peu de voir à quel point il y avait cette passion-là pour le métier? Oui, ben ça m'a, c'est une grande passion pour moi d'étudier, d'étudier les entrepreneurs de l'industrie musicale. Puis ça fait plusieurs années que j'ai fait comme différentes études. Là. La première, c'était en 2017, où je réalisais ma thèse de doctorat. Puis j'avais fait en parallèle une étude qui était commandée par Patrimoine canadien sur l'industrie musicale canadienne dans les communautés francophones, dans les communautés francophones en situation minoritaire. Puis la première étude que j'avais faite visait pas à étudier l'entrepreneuriat, mais on s'était rendu compte que beaucoup d'artistes, pour se doter des infrastructures dont ils ont besoin pour rendre leur musique, leurs activités musicales viables, ben, devenaient des entrepreneurs. Puis là, ça m'a amené à étudier un peu, ben oui, de l'entrepreneuriat, mais peut-être pas sous la forme qu'on est habitué de le voir ou avec les ressources qu'on est habitué de voir associées à l'entrepreneuriat. Puis ça me motive, ça me stimule depuis plusieurs années d'étudier comment ces entrepreneurs-là s'organisent pour rendre des activités musicales viables de différentes façons. Donc, ça m'ébranle, oui et non, dans le sens que je pense que ça peut ébranler les façons traditionnelles qu'on a d'étudier, de reconnaître ce qui est de l'entrepreneuriat. Mais moi, ça me passionne surtout d'étudier ces entrepreneurs-là, de les rencontrer, puis de comprendre qu'est-ce qui les motive, puis comment ils fonctionnent à la lumière de ça. Ouais, puis le mot entrepreneuriat, souvent dans l'industrie de la musique, c'est comme un gros terme parapluie qui englobe souvent plus de choses qu'on peut croire. Tu sais, un artiste d'eux-mêmes devient entrepreneur parce que pour faire tes taxes, pour faire tes déclarations, tout ça, ça devient une entreprise. Fait que tu as l'artiste qui peut être au sein d'un band, qui est aussi son entreprise, qui est dans un label, qui est d'une entreprise, qui a une gérance, qui est une autre entreprise, qui a un tracker radio, qui est une autre entreprise. Fait que c'est juste plein d'entreprises qui travaillent vraiment ensemble. Puis, tu sais, toi, je prends ton exemple, tu es musicien à ton compte, tu as un label, tu fais aussi partie d'entreprise avec ta femme de son projet. Fait que, puis souvent, tu peux avoir ta propre entreprise, mais tu fais partie d'une autre entreprise via un autre projet ou un autre aspect de ta vie, de ta compagnie, de ta vie artistique. Fait que, tu sais, puis les diffuseurs, évidemment, on peut pas passer sans ça, là. Fait que, il y a beaucoup de monde dans l'entrepreneuriat de la musique, puis comme tu dis, c'est peut-être pas un entrepreneuriat où qu'on pense, je m'en vais à l'œil du dragon vendre ma salade. C'est vraiment une autre sorte d'entrepreneuriat, mais qui est tout aussi viable.
Absolument. Puis quand on pense le mot entrepreneuriat, ce que ça veut dire, c'est prendre en main. Entreprendre, c'est prendre entre ses mains des activités. Donc, dans le cas de l'industrie musicale, ben, on va voir souvent des artistes ou des amis, des proches d'artistes qui disent, ben, je veux prendre en main, je trouve ça beau cette musique-là, j'ai des valeurs, des motivations culturelles, sociales, communautaires qui font que j'ai envie de porter cette musique-là, puis tout ce qu'elle comporte de valeurs identitaires, linguistiques. Donc, pour prendre ça en main, ben, je vais organiser mes activités. Puis finalement, organiser ces activités, ben, ça peut vouloir dire de s'incorporer ou de travailler à titre de travailleur autonome, mais en tout cas de s'enregistrer à titre de travailleur autonome pour structurer ces activités-là, puis que ça devienne possible d'être reconnu pour obtenir du financement, de vendre des produits, des services musicaux, là, si on peut l'appeler comme ça, de vendre de la musique, d'en tirer des revenus, de se payer un salaire. Donc, toutes ces nécessités-là pour rendre ça viable font en sorte que l'entrepreneuriat devient un vecteur. Mais à la base, ce qu'on voit, c'est plus des motivations culturelles, sociales, communautaires qui animent les personnes qui deviennent des entrepreneurs. Puis Nick en a parlé un petit peu, évidemment, mais puis dans ta recherche aussi, on peut en voir, mais on réalise vite qu'en général, les gens dans l'industrie de la musique font plus qu'une chose, ne font pas seulement un truc. Dans tes recherches, est-ce que tu as remarqué justement que c'était pas juste deux tâches là, que les gens faisaient ou deux chapeaux, c'était énormément de chapeaux? Est-ce que tu disais comment c'est possible ou comment tu as vu cette partie-là de la recherche? En fait, je suis curieux. Ouais, c'est super intéressant. Puis c'est une des particularités. Tu sais, je pense que n'importe quel entrepreneur ne fait pas juste une chose, là. Ça, c'est assez répandu. La plupart des entrepreneurs, à moins d'être le dirigeant d'une immense entreprise qui finalement a pu le nez dans la gestion quotidienne, la plupart des entrepreneurs font beaucoup de choses, mais c'est particulièrement saillant dans le cas des entrepreneurs de l'industrie musicale en situation de linguistique minoritaire parce que souvent, il y a une entreprise de petite taille autour de la carrière d'un ou de quelques artistes. C'est pas des entreprises qui vont avoir 16 artistes sous contrat d'exclusivité. Donc, le cas de figure le plus fréquent, ben, il y a énormément de cas de figure, mais le plus fréquent, c'est d'avoir des entreprises de petite taille qui encadrent de près la carrière de quelques artistes. Et donc, ça nécessite de faire à peu près toutes les activités autour de la carrière de l'artiste ou de s'organiser avec d'autres entreprises autour, mais on voit énormément de diversité dans les modèles d'entreprise. Puis dans chacune de ces entreprises-là, ben, il y a souvent énormément d'activités qui sont prises en charge. Là, je parle juste d'activités de l'industrie musicale, mais souvent ces entrepreneurs-là doivent aussi avoir des activités hors de l'industrie musicale pour parvenir à subvenir à leurs besoins à la fin du mois. Puis au sein de l'entreprise, ben c'est ça, on voit toutes les activités de label, de booking, agences d'artistes, gérance d'artistes, agences de spectacle, parfois d'autres choses, communication événementielle, donc liées à la musique, mais qui sont pas nécessairement directement liées là, aux activités musicales. Puis sans parler de la gestion de l'entreprise, la gestion des ressources humaines, donc des employés quand il y en a. Donc une seule personne porte en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées portent une grande diversité de chapeaux. Puis c'est à la fois impressionnant de voir des entrepreneurs qui sont capables de se former par eux-mêmes souvent ou en suivant des formations dans autant d'activités. Donc c'est impressionnant, mais en même temps, ça mène à certaines difficultés comme de la surcharge de travail, de l'épuisement. Ça fait aussi en sorte que beaucoup de ces entreprises-là sont difficiles à faire financer parce que elles vont se faire dire par les bailleurs de fonds, ben votre volume d'activité est pas suffisant dans chacune de vos activités. Donc oui, vous faites de la gérance d'artistes, mais juste de 2 artistes. Là, on voit que oui, vous en aidez 14 autres artistes, mais pas avec des contrats officiels de gérance, donc on peut pas les reconnaître. Oui, vous faites de la production de spectacles, mais il y a juste pour 2 artistes que c'est officialisé sous des contrats. Avec les autres, ben c'est de l'aide, c'est de la bonne entente. Donc souvent, il y a cet aspect qu'il y a un manque de volume d'activités pour être reconnu, pour obtenir du financement. Puis il y a aussi que, à travers toutes les activités que j'ai nommées, puis il y en a d'autres encore, souvent il y a des activités qui sont offertes formellement sous contrat, puis d'autres qui sont offertes de façon un peu plus informelle par souci d'entraide, par souci de propulser la musique dans la communauté, ce qui est super important, ce qui crée une valeur importante, mais qui va mener à des difficultés en matière de reconnaissance pour aller chercher des ressources financières ou d'accompagnement.
Mais oui, cet aspect-là de multi-activité est très, très, très présent, mais pose des problèmes de reconnaissance, malheureusement. Aussi, il y a un aspect intéressant, c'est on n'est pas souvent exclusif non plus avec, on va dire, un artiste avec son gérant. C'est comme, ah ben, je suis dans un autre projet qui a un autre gérant, puis nous autres, on est bien correct avec ça. On dit, pas de problème, pour ton show solo, t'es ici, pour ton show duo, t'es là, puis ton autre groupe, t'es là-bas. Est-ce que ça aussi, ça vient peut-être poser une difficulté supplémentaire qu'on n'aurait peut-être pas dans l'industrie au Québec, ou que ça serait, non, t'es signé à ce casier ici, tu restes là, peu importe quel projet t'embarques. Oui, absolument. Tu sais, je pense que du côté, quand on regarde les pratiques, là, puis dans une perspective macro, beaucoup le font comme ça. Donc, le contrat d'exclusivité n'est pas la norme chez la plupart des entrepreneurs. Pour des raisons, encore là, de valeur communautaire. Le but, pour la plupart, c'est de servir l'intérêt collectif de propulser la musique, de propulser les artistes qui font de la musique dans leur langue, qui représentent la culture de chaque communauté francophone. Donc, les entrepreneurs cherchent pas à avoir un contrat d'exclusivité. Elles se disent, ben, si ça sert mieux l'artiste à ce moment-là dans sa carrière de travailler avec tel autre gérant pour développer tel autre marché sur lequel je suis moins présente ou pour toute autre raison, go, vas-y. Le but, c'est que les artistes rayonnent, c'est que la culture rayonne, puis les entrepreneurs sont moins concentrés sur leur réussite individuelle, de leur entreprise individuelle, sont plus concentrés sur la réussite des artistes dans une perspective collective. Donc ça, c'est la beauté. En fait, je pense que cette ouverture à ne pas chercher absolument le contrat d'exclusivité de la part des entrepreneurs, elle est bénéfique à l'ensemble de l'industrie, puis elle fait partie de ce qui permet à cette industrie-là de se développer. Mais comme tu le disais, ça pose des problèmes en matière de reconnaissance parce que pour un organisme de financement qui dit, ben là, t'as pas de contrat ou ton contrat, il est pas exclusif, ben ça rend ça plus difficile à reconnaître parce que dans leur case de reconnaissance, puis là, je suis pas dans la perspective non plus des bailleurs de fonds, mais ce que des entrepreneurs m'ont rapporté, c'est que dans leur case, pour reconnaître une entreprise, ben il faut qu'il y ait un contrat d'exclusivité, il faut que le contrat il soit fait de telle façon. Alors, un entrepreneur qui irait d'une façon plus organique, qui dirait, bah oui, on va faire telles activités ensemble, mais ce sera pas sous contrat d'exclusivité, ça pose malheureusement des problèmes de reconnaissance, alors que c'est ce qui semble permettre à l'industrie d'avancer puis de se structurer. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Joël, par rapport à ça, surtout par Parce rapport... que toi, tu le fais aussi. Là. Non, ben oui. C'est un très grand non exclusif. Mais le fait justement que tu mentionnes que peut-être pour ce qui a été fait par les bailleurs de fonds était peut-être pour, en général, on va dire en francophonie, fait plus pour les carrières des Québécois ou genre un peu l'encadrement québécois, on va dire. Puis là, après ça, nous, on s'est créé, si on veut, une certaine industrie qui est évidemment en parallèle avec ça parce qu'on se côtoie et tout, mais il reste qu'on a des façons de faire très, très, très différentes et des idéologies très différentes à cause de nos réalités, à cause du fait qu'on est en mode aussi survie dans certaines régions de notre travail. Fait qu'il y a un peu le côté politique, culturel qui rentre toujours un peu aussi. Comme on vend un artiste, on vend une idée, peu importe c'est quoi, là, de création, mais on est en mode, OK, on vend aussi la culture, on vend aussi la langue, il y a toujours ça. Puis oui, ça existe au Québec, mais je pense que dans notre réalité, c'est vraiment un mandat qui est comme extra important. Le fait d'avoir justement à vendre ces deux choses-là en étant qu'une seule chose, est-ce que dans ton rapport ou avec les conversations que tu as eues, tu as senti que c'était un enjeu? Oui, ben, je pense que ça ressort énormément cette dimension politique, culturelle, identitaire. Je pense que ça sous-tend la plupart des choix des entrepreneurs, c'est-à-dire que la plupart de leurs choix sont faits avec ces valeurs ou ces valeurs politique, identitaire, communautaire, là, dépendamment de comment ça s'exprime pour chacun, en tête tout le temps. Puis, c'est vrai que ce qui est observé, c'est que les façons de faire qui en découlent, qui sont teintées par ces valeurs-là, ben, se distinguent parce qu'elles répondent aux défis particuliers que vous rencontrez, parce qu'elles répondent aux besoins particuliers que vous rencontrez de structurer une industrie, de pérenniser des carrières d'artistes dans leur milieu pour que ces artistes-là n'aient pas qu'à aller au Québec ou en France dans des contextes majoritaires pour faire carrière. Puis ce qui est observé, c'est que oui, les critères des bailleurs de fonds, malgré que je suis certaine que de leur côté, il y a une volonté de comprendre les
particularités des communautés francophones en situation minoritaire, mais ce qui est observé de la part des entrepreneurs, c'est que les critères des bailleurs de fonds semblent être fondés sur les réalités majoritaires du Québec et d'autres contextes majoritaires. Ce qui fait que oui, de la part des entrepreneurs, non seulement il y a une surcharge de travail du fait qu'ils doivent porter qu'ils et elles doivent porter tous les chapeaux dans leur entreprise, mais qu'il y a aussi une surcharge de travail liée aux revendications qui sont nécessaires pour faire reconnaître comme légitime leur façon de faire. Donc ça doit être extrêmement exigeant, parfois même frustrant, de dire non seulement il faut que je travaille plus fort pour faire vivre une industrie, pour faire vivre des carrières d'artistes dans ma communauté, puis dans l'ensemble des communautés au sens large, mais en plus, il faut que je me défende, que je me justifie de fonctionner de la façon dont je fonctionne, qui se distingue de celle du Québec, parce que je dois justifier que c'est cette façon-là qui marche dans mon milieu, dans ma communauté. Alors, je pense que c'est très, très exigeant, puis que c'est vraiment important de visibiliser les écarts entre ce qui est fait par les entrepreneurs qui fonctionnent en réponse à leur milieu particulier, puis ce qui est attendu par les bailleurs de fonds, puis qui demandent à ces entrepreneurs-là soit de justifier continuellement ce qu'ils sont en train de faire, ou soit de déguiser ce qu'ils sont en train de faire. Donc, j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit, ben oui, je m'en suis fait faire des contrats comme les bailleurs de fonds me demandaient parce que sinon, ils reconnaissaient pas ma façon de collaborer avec les artistes, alors que moi, j'avais cette façon plus organique, plus DIY, plus collaborative, mais c'était pas reconnu. Donc là, ils m'ont donné des templates de contrats. Je les ai appliqués. Puis, donc, mais parfois, ils vont se conformer comme ça. Les entrepreneurs vont se conformer à ce qui est attendu des bailleurs de fonds, mais ça correspond pas à ce qui a été mis en place de façon harmonieuse avec les besoins, avec les défis de leur milieu particulier. Évidemment, tu es allé à la rencontre des personnes, des artistes, tant dans l'Est canadien, je parle des Maritimes, de l'Ontario, et aussi de l'Ouest et du Nord. As-tu vu Évidemment, on s'englobe souvent tous sous l'anime, la PCM, puis on se dit, on est des artistes hors Québec, on est l'industrie hors Québec, mais reste qu'on est séparés par une grande géographie et de grandes réalités complètement différentes. Même en Ontario, nous, on le vit, je dois le dire, on est choyé, on est à Ottawa, qui comme un gros bassin de francophonie où il y a quand même beaucoup de gens, on a une proximité avec le Québec, que, mettons, Toronto n'a pas cette même proximité avec le Québec, même chose en Nouvelle-Écosse, encore moins dans l'Ouest canadien. C'est quoi les plus grandes différences ou similitudes que tu as croisées en rencontrant ces gens-là par rapport à l'industrie hors Québec de façon globale? Je te remercie de m'amener sur ce terrain-là, ce territoire-là, si on veut le dire comme ça. Parce que oui, on tend à parler de l'industrie musicale des communautés francophones en situation minoritaire du Canada comme une seule et même chose. Puis je pense que c'est important de créer des points de rassemblement ou des points communs, mais en même temps, ce qu'on observe quand on est allé à la rencontre de 24 entrepreneurs dans plusieurs communautés, autant dans l'Est que dans l'Ouest qu'en Ontario. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas une communauté ni même une entreprise qui fonctionne de la même façon, puis qu'il y a d'énormes disparités entre chaque communauté. Oui, en lien avec la proximité ou non du Québec, mais aussi en lien avec la dispersion géographique des francophones, ben déjà des communautés francophones au sein de la même province, puis au sein d'une même communauté, mais la dispersion géographique de la population qui va faire en sorte que c'est difficile de créer des spectacles où les francophones vont venir, que c'est difficile de créer des points de rencontre entre les artistes pour que les artistes puissent collaborer, puissent peut-être se stimuler, créer des initiatives collectives, créer un petit festival régional, ben ça peut être plus difficile dans certaines régions où la densité de population elle est moindre. Une autre des grandes différences aussi, c'est selon les provinces et les communautés qui s'y trouvent, il peut y avoir une compréhension ou un appui plus ou moins grand du gouvernement provincial à l'égard de l'industrie musicale. Donc dans l'Ouest, par exemple, on m'a dit que c'était très difficile de faire reconnaître une entreprise en musique comme une entreprise, puis d'avoir du soutien entrepreneurial. C'était une entreprise en musique comme si l'industrie musicale, les industries culturelles en général, n'étaient pas des vraies industries au sens de l'entrepreneuriat, alors qu'il y a d'autres provinces où il y a plus de reconnaissance, plus de soutien. Donc ça, c'est une grande différence, mais il y a certains entrepreneurs qui disent se sentir plus isolés, par exemple dans l'Ouest, c'est-à-dire se sentir plus isolés de ce qui se passe dans l'Est, dans les provinces de l'Atlantique, où il semble y avoir plus de facilité à rassembler, à créer des initiatives collectives. Puis encore là, dans les provinces de l'Atlantique, ben des entrepreneurs de certaines régions de la Nouvelle-Écosse vont dire se sentir plus isolés par rapport à ce qui se passe en Acadie, en Acadie du Nouveau-Brunswick, par exemple. Autour de Moncton ou autour de la péninsule acadienne. Donc, il
il y a beaucoup, beaucoup de disparités. Puis là, je pense que la raison pour laquelle on a fait un si long rapport, là, vous allez le voir quand il va sortir, il est très détaillé. C'est parce qu'on voulait pas perdre cette grande singularité des entreprises puis des réalités régionales. On voulait faire ressortir ces grandes disparités régionales pour dire ben non, c'est pas juste une seule et même chose. On peut pas faire juste comme un rapport qui dit voici c'est quoi une entreprise dans une communauté francophone en situation minoritaire, dans l'industrie musicale d'une telle communauté. Il y a autant de modèles qu'il y a d'entreprises puis de réalités qu'il y a de communautés. Mais après, c'est sûr qu'il y a des points communs sur le plan des valeurs qui animent ces entrepreneurs-là, sur le plan des convictions qui les animent à devenir entrepreneurs, puis à se démener pour structurer une industrie musicale dans leur communauté, pour faire valoir la culture de leur communauté. Mais oui, il y a beaucoup aussi de différences, c'est certain. Puis, c'est peut-être juste sur le thème des différences, si je peux compléter, il y a aussi des différences entre les scènes musicales. Parce qu'il y a des scènes musicales, puis au sein de chaque communauté, il n'y a pas juste de la chanson ou de la musique traditionnelle. Ou, il y a un paquet de scènes musicales, même au sein de chaque communauté, qui vont créer autant de petites niches. Mais il y a des musiques plus underground, donc des niches plus de musique plus underground, autant qu'il y a des musiques plus reconnues, plus comme étant plus traditionnellement associées à la musique francophone. Puis il faut pas faire abstraction aussi de toutes ces disparités sur le plan des scènes qui ont un droit de cité, qui souhaitent aussi être reconnues comme étant ben la scène musicale de la musique noise de telle communauté francophone a droit d'exister autant que la chanson folk traditionnelle qu'on associe à la francophonie. Puis on va souvent regrouper ça justement parce qu'on est peu, on est moins nombreux, on va souvent dire, OK, mais ça, c'est de la musique francophone. Mais en faisant ça, on va justement, comme tu dis, isoler parfois certaines niches musicales qui vont faire sa petite affaire dans l'underground, puis qui va moins faire partie de la scène francophone, qui va faire en fait plus partie d'une scène anglophone ou qui va aller chercher un peu plus de ce côté-là. Est-ce que tu as vu qu'il y avait beaucoup, justement, le fait qu'on est minoritaire, est-ce que tu as vu qu'il y avait quand même beaucoup d'échanges avec l'anglophonie, puis comment qu'on travaillait de cette façon-là par rapport aux différentes réalités des différents territoires et provinces que tu as fait d'études? Parce que ça aussi, c'est tout un autre truc. Tout le monde a un différent rapport avec ça. Ouais, absolument. Je pense que dépendamment de la scène musicale, puis dépendamment de la province, même de la communauté au sein de la province, il y a des rapports différents à l'anglophonie. Il y a, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent très fort à créer des liens avec toutes les communautés, autant anglophones qu'autochtones, que francophones, autochtones et anglophones de leur province. Il y en a été question notamment au Nouveau-Brunswick, mais ailleurs aussi. Dépendamment En fait, il y a des entrepreneurs aussi qui vont dire que c'est difficile d'aller chercher, par exemple, du mentorat auprès d'entrepreneurs de l'industrie musicale anglophone de leur communauté ou de s'intéresser à leur modèle parce que les façons de faire sont très différentes étant donné que l'industrie anglophone est majoritaire, donc elle a pas... C'est un peu le même problème qu'avec le Québec, dans le sens que tu peux regarder un peu ce qu'ils font, mais dire, ouais, mais en même temps, ils répondent pas aux mêmes... des mêmes contraintes, des mêmes défis que nous. Fait que ça peut être difficile d'aller chercher là des modèles, mais il y a, je pense, quand même des initiatives collectives qui se font pour faire dialoguer les scènes musicales anglophones, francophones, autochtones, notamment de chaque province. Mais ce qu'on observe aussi selon les scènes musicales, puis quand je pense à des genres musicaux plus nichés, ça va être des entrepreneurs qui disent, moi, j'ai pas vraiment de lien à établir dans ma province, ni même dans l'ensemble du Canada pour ce qui est de ma musique, mais il y a une scène similaire aux États-Unis ou en Europe ou en Afrique qui fait des choses un peu comme ce que je fais. Puis donc, il y a parfois des alliances comme ça qui vont se créer plus à l'extérieur du pays. Mais là où il y a des défis encore là, en fait, on voit ces alliances-là se créer de façon organique par des entrepreneurs qui disent « Ah, il y a un intérêt pour la musique que je fais dans la communauté cajun en Louisiane, aux États-Unis ou ailleurs, même au Texas, n'importe où aux États-Unis. Il y a aussi toute la diaspora africaine des communautés francophones du Canada qui a des liens avec l'Afrique francophone directement, puis qui arrivent à créer par eux-mêmes des relations pour aller faire jouer leur musique là-bas ou pour faire venir des artistes ici. Mais ce qu'ils constatent, ces entrepreneurs
d'entrepreneuriat, c'est qu'il y a peu de soutien pour développer ces relations-là avec des partenaires à l'extérieur du Canada qui sont pas les partenaires reconnus pour le marché québécois. Donc, pour le dire dans l'autre sens, le Québec, au fil des ans, a établi des collaborations avec des partenaires en musique, surtout en Europe francophone, donc dans des festivals, etc. Il y a des entreprises, des organisations en Europe francophone qui ont des relations, des collaborations établies avec le Québec. Puis les bailleurs de fonds vont plus facilement soutenir l'établissement de ponts entre les communautés, l'industrie musicale des communautés francophones hors Québec, avec ces partenaires dont la collaboration a été reconnue pour le Québec, mais sont moins ouverts à financer l'établissement de relations avec des partenaires en Afrique ou aux États-Unis, par exemple, parce que, bon, il n'y a pas d'historique de collaboration reconnue, établie. Mais il y a des affinités culturelles qui sont différentes pour les entrepreneurs des communautés francophones en situation minoritaire. Il y a des relations qui sont déjà établies puis qui mériteraient qu'on les laisse explorer dans d'autres relations que celles qui sont déjà reconnues. Et ça, c'est quelque chose qui est revendiqué, qui est demandé par plusieurs entrepreneurs. Ben, laissez-nous explorer, laissez-nous choisir les partenaires internationaux avec lesquels on aimerait établir des alliances, des collaborations pour notre musique, parce que on a l'impression qu'il y a une écoute, qu'il y a un intérêt dans ces régions-là, mais comme c'est pas reconnu, ben il y a pas, c'est plus difficile d'aller chercher des appuis, du financement, notamment pour approfondir ces liens-là. Puis évidemment, ça reste une grande piste de succès puis de pérennité, surtout pour la communauté hors Québec artistique, de faire ces liens-là avec l'Europe, de faire avec l'Afrique francophone, de même avec les États-Unis, comme tu en as mentionné. Est-ce que, selon les rencontres que tu as eues, c'est quasiment plus facile pour nous, artistes hors Québec, d'établir ces liens-là, de faire une tournée en Europe? Je pense beaucoup de gens de la Saskatchewan, de l'Ouest, me semble, sont toujours rendus en train de faire des tournées, tu sais, comme en Belgique, en France, en Suisse, de cette région-là, puis ils vont peut-être faire un show ou deux par année au Québec. Il y a cette drôle dualité-là entre on n'arrive pas à percer au Québec, mais dans notre imaginaire, peut-être aussi, c'est la porte vers l'Afrique, vers l'Europe, vers les États-Unis est plus accessible que de juste traverser 2-3 provinces et aller au Québec. Ouais, en effet, c'est assez surprenant. Puis beaucoup des entrepreneurs, des artistes entrepreneurs qu'on a rencontrés nous ont dit sentir que le marché québécois était saturé. Que le Québec est déjà comme saturé de ses propres artistes, qu'il y avait de la difficulté donc à percer ce marché-là. Puis oui, beaucoup m'ont exprimé sentir une espèce de barrière difficile à franchir pour atteindre le marché québécois. Et que donc il y avait peut-être plus d'ouverture dans des marchés hors du Québec. L'Europe francophone semblait à beaucoup aussi saturée. Je pense qu'il y en a qui arrivent à tourner. J'ai eu toutes sortes de cas de figure, mais ce qui ressortait aussi, c'était l'impression que même les marchés de l'Europe francophone semblent difficiles à percer parce que eux-mêmes, ces marchés-là sont saturés de leurs propres artistes et des artistes du Québec qui essayent de sortir du Québec, puis que là, ils trouvaient que c'était plus difficile de se tailler une place comme artiste franco-canadien. Puis donc, ça semblait plus porteur de se tourner vers d'autres marchés comme l'Afrique, comme les États-Unis. Mais oui, pour beaucoup d'artistes, beaucoup d'entreprises ont dit qu'ils sentaient des possibilités très limitées à l'intérieur du Canada pour leurs artistes. Puis que même le démarchage au sein du Canada est cher parce que les distances sont grandes puis que ça coûte aussi cher de traverser le Canada que d'aller en Europe, là, dans certains cas. Et donc, pour certaines entreprises qui se sentent plus isolées aux deux bouts du Canada, ils disaient, il faudrait avoir des aides supplémentaires pour être capable de voyager, sachant que ça nous coûte plus cher de sortir de l'île de Terre-Neuve, par exemple, pour essayer d'aller faire connaître nos artistes dans des événements à l'intérieur du Canada. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'il y a presque autant de difficultés, autant de défis à relever pour aller se faire connaître à l'intérieur du Canada que pour aller se faire connaître ailleurs dans le monde. C'est quand même fou de penser aussi dans le jargon du milieu, on va dire que pour les entreprises franco-canadiennes, que le Québec, c'est un export. D'aller au Québec, c'est comme s'exporter, soit aller en Europe ou peu importe. Ça demande le même genre de travail parce que c'est comme vraiment un genre de barrière. Puis là, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se passent pour aider à tout ça. Je pense qu'on est dans un beau momentum. Puis on a parlé des bailleurs de fonds tantôt. Puis encore une fois, je pense qu'il y a vraiment des grands efforts qui est fait pour la réalité franco-canadienne.
hors Québec. Fait que je pense qu'il faut quand même le mentionner qu'il y a des grands efforts. Depuis justement le début, je pense, de votre recherche, je pense qu'il y a déjà il y a du changement qui a été fait, qui est intéressant par rapport à ça. Est-ce que tu voyais que c'était positif dans ce côté-là par rapport à ce que les gens voulaient faire, par rapport à le changement qui est nécessaire en fait pour faire fonctionner les différents projets à travers tout ça? Mais je pense qu'il y a une grande écoute des bailleurs de fonds, puis on les nomme jamais précisément, là, puis c'est très, très intentionnel, mais je pense que les entrepreneurs sentent qu'il y a une écoute de la part des bailleurs de fonds pour modifier leur programme, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Puis il faut le dire, là, la recherche, elle s'est étendue sur une longue période pour toutes sortes de raisons, parce que c'est long, là, faire de la recherche qualitative, mais en tout cas, ça a pris un petit peu plus de temps qu'on l'avait prévu, mais les entretiens qu'on a faits, c'était en fin 2023-2024. Donc, entre-temps, il y a pu y avoir des changements dans les programmes parce que ce qui était rapporté dans le cadre de notre étude était rapporté sur d'autres tribunes aussi, dans des conversations entre les entrepreneurs, ceux qui les représentent, puis les bailleurs de fonds. Et donc, il y a pu y avoir des modifications qui répondent à des choses qui sont nommées dans le rapport, à des difficultés, à des revendications qui sont nommées dans le rapport. Là. Je pense que ça, c'est très important de le dire. Puis les entrepreneurs, en effet, sentent qu'il y a qu'on a interrogé, sentent qu'il y a cette écoute-là. En même temps, je pense qu'il faut admettre qu'il y a des défis pour les bailleurs de fonds à reconnaître toute la diversité des modèles, à reconnaître que ce qui est très structurant dans les communautés, dans l'industrie musicale des communautés francophones, ce sont parfois des pratiques d'entraide, des alliances entre entreprises, des pratiques qui relèvent de l'informalité, de l'échange de services. Ce sont des choses qui, je pense, qui sont très, très importantes à nommer, dans le sens qu'il y a des pratiques qu'on n'est pas habitué de reconnaître, pas habitué de financer, qui sont extrêmement structurantes, qui créent énormément de valeur dans ces communautés-là. Puis, on reconnaît, cette recherche-là reconnaît, là, je parle jamais en mon nom personnel, que ça peut être difficile pour les bailleurs de fonds d'intégrer ces pratiques-là dans les cases, dans les contraintes de leurs organismes de financement qui dépensent de l'argent, des fonds publics qui doivent donc être redevables, c'est ça. Donc, il y a vraiment des défis tu sais, je pense que c'est des grands changements de paradigme, là, comment on reconnaît une pratique comme créant de la valeur dans une industrie au point de justifier de prendre de l'argent public pour financer. Il y a tout comme un travail de traduction à faire entre, OK, on observe là, dans les pratiques, c'est ce que je voulais que cette recherche-là offre, on donne un aperçu de qu'est-ce qui se passe dans le milieu, qu'est-ce qui fonctionne bien en réponse aux particularités du milieu, puis comment on traduit ça pour que ça se transforme en cases à cocher qui permettent de rassurer les bailleurs de fonds qui utilisent l'argent public. Donc c'est un grand défi. Je pense que c'est un dialogue qu'il faut avoir, que je pense qu'il faut nommer ces pratiques-là pour commencer, puis espérer que ce soit possible un jour de trouver des façons d'allouer du financement en laissant une certaine flexibilité aux entrepreneurs pour expérimenter des pratiques dans leur contexte particulier puis dire, ben ça fonctionne bien. Collaborer entre entreprises, de créer des alliances, des fois de faire des contrats avec certains artistes, mais avec d'autres, de travailler plus informellement. Nous, ça fonctionne bien. Comment maintenant on fait pour reconnaître et financer ça? Donc, c'est la grande question. Je pense qu'il y a une ouverture, mais il y a un défi réel, là. Oui. C'est beau, puis je pense que le défi réel continue encore, malheureusement. Puis c'est un peu là-dessus que je veux finir. Là, on se retrouve en 2026, fait on va dire 2 ans et demi après ta recherche. Évidemment, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui restent encore les mêmes défis qu'il y a 2-3 ans. Le coût de la vie monte, on sait que les subventions, le gouvernement est en mode coupure aussi, qui aide pas nécessairement le milieu des arts, n'importe quel milieu, point, là. On est tête sur l'argent. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi le plus grand défi, selon toi, en ce moment, en 2026, pour l'industrie de la musique entrepreneuriale, et aussi ton plus grand souhait ou la plus belle avancée que tu as vue depuis les dernières années, pour nous donner un petit mot d'espoir à la fin, puis que pas tout c'est le chaos, il y a quand même il y a une belle montée de choses. Absolument, puis je pense que c'est important aussi de pas mettre
l'accent sur tu sais, le souhait ou la nécessité de se conformer aux Mhm. attentes pour aller chercher des fonds publics. Il y a aussi beaucoup de travail qui est fait de la part des entrepreneurs pour augmenter leur part de revenus autonomes, certains pour se passer même carrément des subventions, pas pour dire que c'est souhaitable. Je pense que ceux qui arrivent à accéder à des subventions, à de l'argent public, ça les aide énormément à bonifier leurs projets, mais bon, il y a toutes sortes de difficultés aussi associées à ça, dans la nécessité de se justifier, qui prend beaucoup d'énergie, puis qui peut faire en sorte que ça devient presque pas, des fois pas rentable d'aller chercher une subvention avec tout le travail qui doit être fait pour se justifier. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui trouvent des façons de se financer par eux-mêmes, par elles-mêmes, soit en diversifiant leurs activités, en modifiant leur façon de fonctionner pour que certaines activités, les fonds de certaines activités soient investis dans d'autres, puis que la machine tourne d'elle-même sans dépendre des subventions publiques. Mais donc, il y a aussi, étonnamment, énormément, puis là, c'est pas une recherche quantitative qu'on a fait, mais de ce que nous disent les entrepreneurs, il y a beaucoup de revenus autonomes qui sont générés par les entreprises elles-mêmes, puis ça nous semble étonnant de l'extérieur quand on voit, par exemple, au Québec aussi, l'énorme dépendance au financement public. De dire, wow, il y a des entreprises qui accèdent à peu ou pas d'argent public puis qui arrivent à fonctionner. Donc, c'est intéressant de voir ces modèles-là se développer, puis je vous encouragerai à aller lire dans le rapport là, comment ces entreprises-là s'organisent, quelles activités elles font, mais je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ce que font les entreprises pour fonctionner par elles-mêmes sans dépendre des fonds publics. Ce que tu demandais, c'est la note d'espoir ou ce qui est le plus beau à observer. Moi, je pense qu'une des choses qui m'a le plus impressionné, peut-être qui me donne le plus d'espoir, c'est de voir la pérennité de certaines entreprises dans les conditions difficiles dans lesquelles elles fonctionnent, de voir qu'il y a des entrepreneurs là qui sont vraiment tellement mus par leurs convictions qu'ils et elles restent là année après année, trouvent des solutions, trouvent des façons de fonctionner. Une pérennité qui est soutenue par, encore là, des valeurs, des convictions très fortes. J'ai une mission qui me dépasse individuellement, qui est celle de faire vivre ma culture, ma langue, la musique qui est portée par les gens de ma communauté. Puis de voir que les gens portent ce projet-là année après année, comprennent les défis, les surmontent, restent avec les nouveaux défis technologiques qui surviennent, avec les défis de hausse du coût de la vie, de baisse des cachets d'artistes alors que l'argent... et évidemment, il y a des entreprises qui ont fermé au fil du temps, mais il y en a qui sont restés, il y en a d'autres qui sont arrivés avec des modèles, avec des façons de faire qui sont durables, qui se pérennisent. Puis ça, moi, ça m'a vraiment, vraiment impressionnée. Puis je pense qu'il faut vraiment regarder comment ces entreprises-là fonctionnent, évoluent au fil du temps, puis s'inspirer de ce qu'elles font, puis chercher à alléger les difficultés qu'elles rencontrent aussi pour que cette pérennité-là se fasse pas au prix de la santé physique et mentale des entrepreneurs. Là, je pense que c'est important d'en parler. Il y a énormément de sacrifices qui sont faits, puis au nom de la passion puis de la mission, faut pas non plus permettre que des entrepreneurs s'épuisent puis vivent des grandes difficultés personnelles, mais je pense qu'il faut admirer, visibiliser davantage ces modèles d'entreprise qui se pérennisent, qui créent une trace dans le milieu puis qui en inspirent d'autres. Puis peut-être une autre chose que je veux dire aussi par rapport à cette pérennité, c'est qu'on a posé des questions aux entrepreneurs sur c'est quoi pour toi le succès de ton entreprise. Puis beaucoup nous disaient, ben si j'arrive à inspirer d'autres personnes à faire pareil, à croire que c'est possible d'avoir de faire carrière en musique, quelle que soit la façon dont on le fait en français dans notre communauté, ben je vais avoir réussi quelque chose. Donc, ce désir de laisser une trace, de laisser de l'espoir pour les jeunes générations, puis de se dire que c'est possible de faire de la musique en français dans notre communauté. Je pense que c'est quelque chose qui est beau à visibiliser davantage. On a eu la chance de t'entendre parler de tout ça avec passion, je trouve. Je trouve ça vraiment beau de voir que tu es passionné de cette recherche-là. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, la recherche, là. Je pense qu'on doit être passionné pour aimer ça. Mais de te voir en parler avec autant d'entre gens puis autant de belles réflexions, je pense que tu vas avoir fait évidemment réfléchir les gens pendant, après et évidemment beaucoup après, que ça va faire réfléchir les gens sur comment on fonctionne. Ça nous a pris un
un moment aussi pour faire comme, OK, oui, c'est pour ces raisons-là qu'on le fait, puis c'est pour ça qu'on doit agir de cette façon-là, puis ça nous fait résonner. Puis je pense en faire résonner l'identité complète, en fait, de tout le monde, puis ça, c'est vraiment beau. Donc, merci beaucoup pour cette super belle recherche, puis cette bel entretien. Ben, merci à vous. Tu sais, c'est la passion des entrepreneurs que je rencontre qui me passionne à faire cette recherche-là. Donc, merci à vous de porter ce projet collectif, culturel, identitaire, politique, quel qu'il soit, là, quelle que soit la façon dont il est vécu. Mais merci à vous d'être des entrepreneurs passionnés qui me permettent, moi, de faire de la recherche passionnée. C'est vraiment... c'est des belles rencontres que j'ai faites.